Hola cher enthousiaste, aujourd'hui au micro de Et si on kiffait, je reçois Samuel Bouafia, qui a été un collègue copywriter avant de devenir un acolyte d'apéro. Il m'a permis de rencontrer plein d'entrepreneurs toulousains et de sortir de ma tanière, et je continue de suivre son parcours et ses tips vidéo avec enthousiasme sur LinkedIn. Bienvenue Samuel, et histoire que nos éditeurs apprennent à mieux te connaître, j'aimerais tout d'abord te demander comment tu te présentes quand un ou une inconnue te demande qui tu es. Écoute, salut Nadège, salut tout le monde. Alors, comment je me présente? En général, j'arrive, je dis salut, je m'appelle Samuel, je suis copywriter, j'ai créé une agence qui permet de filmer des personnes à distance, une agence un peu nomade, que ce soit pour des vidéos promotionnelles ou des vidéos de contenu. Et à côté de ça, je suis aussi digital nomade, c'est-à-dire que je voyage un peu à travers le monde. J'ai jamais vu la tête de mes clients en vrai, et je voyage dans plein de pays d'Europe et prochainement l'Asie. Ok. Juste pour les gens qui connaissent pas, c'est quoi un copywriter? Alors, copywriter, c'est comme un commercial, tu vois, le vendeur classique, mais par écrit. Donc, en fait, le but, c'est de vendre grâce à des supports textuels et c'est uniquement ça. Ok, ok. En français, du coup, si je ne m'abuse, c'est concepteur-rédacteur à peu près. Voilà, voilà, c'est ça. Ok, trop bien. Donc, digital nomade, tu bouges beaucoup. Là, en ce moment, tu m'as dit que tu étais à Strasbourg et avant de partir. C'est quoi pour toi une vie kiffante, Samuel? Alors, une vie kiffante pour moi, bon, simplement, je dirais que c'est une vie où t'es en accord avec tes valeurs, tes principes de vie. T'es pas à subir ta vie, t'es plus à être dans l'action. Et ouais, pour moi, une vie kiffante, c'est une vie de liberté en soi, ou en tout cas une vie que tu choisis. Ok. Et est-ce que tu kiffes ta vie actuellement? Là, actuellement, je peux dire après un an à m'être lancé à mon compte, là, je kiffe bien, ouais. Ok. Là, que ce soit dans mes voyages, dans ce que je fais, j'ai toujours rêvé de faire de la vidéo, je fais de la vidéo. Voyager, c'est un truc, je me suis dit, mais je le ferai pas avant 5 ans d'emploi, et je le fais, en fait. Donc, ouais, aujourd'hui, je kiffe ce que je fais, et je trouve que j'ai une vie kiffante, en tout cas, moi, ça me convient. Hmm. Est-ce qu'il y a eu un moment clé où tu t'es dit, ça y est, je passe d'une vie subie ou en tout cas pas aussi enthousiasmante que ça à un gros kiff ou est-ce que ça s'est fait au fil du temps En fait, moi, j'ai été à Paris pendant 2 ans. J'étais pas de Paris à la base, j'étais parti au Canada avant, j'avais bien voyagé pendant un an, j'ai passé, je crois, ma meilleure vie au Canada, c'était pendant mes études. J'ai fait 2 ans sur Paris, ça se passait bien, moi je découvrais Paris, la capitale, je me dis, putain, j'y suis jamais allé, je trouve ça super, c'est super beau, c'est grand, t'as toujours des choses à faire. Sauf que, bah, au bout de 2 ans, je commençais un petit peu à me lasser, je trouvais que le côté métro, boulot, dodo, bah, c'est la routine un peu cliché, mais je le sentais vraiment, en fait, j'avais vraiment ce quotidien-là. Euh, J'avais cette chose où je me disais toujours, fallait que je fasse quelque chose. Tous les week-ends, c'était beaucoup trop, il y avait trop de choses en fait. Et je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible, à ce rythme-là, il va falloir que je parte. Donc, j'étais avec ma copine, on s'est dit, bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Euh, Moi, j'ai décidé d'arrêter, enfin, j'ai fait mon alternance jusqu'au bout, et je me suis dit, bon, ben là, tant pis, je me lance à mon compte. Et c'est le moment pour moi de voyager. Et, euh, et du coup, c'est comme ça qu'après, j'ai décidé de quitter Paris. On a posé la lettre de résiliation de bail. On s'est dit, allez, c'est parti. On n'avait rien, pas d'appartement, pas de logement, juste chez nos parents pour avoir un point d'accroche. Et puis on s'est dit, allez, c'est parti, on voyage. Ok, ouais, donc il y a eu quand même un vrai moment où tu t'es dit, je me libère de ce petit train-train un peu subi et je vais kiffer quoi. Ouais, voilà, c'était vraiment ça. Hmm. Selon toi, et du coup dans ton cas à toi, quelles sont les choses essentielles pour kiffer sa vie? Alors, pour kiffer ta vie, bah, je dirais déjà, c'est beaucoup d'introspection. C'est réussir à se dire à un moment donné, là, que tu sois en emploi, en études ou peu importe, est-ce que tu aimes ce que tu es en train de faire ou en tout cas est-ce que tu as l'impression d'être bien dans ta vie actuelle, c'est de se poser ces petites questions, d'être seul un peu avec toi-même de temps en temps, ça peut être lors d'une petite balade, ça peut être même lors d'une discussion avec des amis, te dire est-ce que je suis bien? Et une fois que tu as identifié ça, tu vois, est-ce que l'état que tu as te convient et je continue comme ça, ou alors est-ce que c'est pas le moment de changer? Est-ce qu'il n'y a pas des signes, si tu commences à voir que tu as du stress, que tu as des signes un peu qui arrivent où tu te sens pas trop bien, tu vois, c'est le moment de mettre en place peut-être des choses dans ta vie pour aller mieux. Et à partir de là, bah, tu essayes étape par étape, petit à petit,
de trouver des outils pour aller un peu mieux dans ta vie et petit à petit avoir une vie de plus en plus kiffante et, euh, et après répondre un peu à ce goal que tu t'es fixé de, de vie. Ok. Et c'est quoi, toi, ton goal de vie ou tes goals de vie? Pendant longtemps, c'était le voyage. J'avais un rêve, c'était de partir au Japon. Et là, je vais réaliser ce rêve dans vraiment pas longtemps, dans 2 semaines. Donc, j'avoue que ça, c'était un sacré rêve. Et mon deuxième goal de vie, c'est un objectif comme ça que je me suis dit, je me rêve un peu, tu vois, avec ma petite maison, le petit lac là, et que des baies vitrées vue sur mon lac. Et c'est un peu ça, genre une vie simple. Je rêve pas de luxe ou quoi que ce soit, mais c'est mon petit luxe, bon, d'avoir cette petite maison-là, comme ça, d'être posé, tranquille et plus trop penser à rien. Et après, chercher à créer des projets par-ci, par-là. Euh, voilà un peu. Et tu sais déjà où tu vas la poser, cette petite maison de rêve avec vue lac? Bah, justement, je crois que c'est le voyage qui me permettra de te dire où est-ce que je poserai cette maison-là. J'ai le Canada que j'ai pas mal aimé, et je me vois bien là-bas aussi, mais ça pourrait très bien être en France. Peut-être qu'après tous ces voyages que je suis en train de faire, je vais te dire, bah, finalement, on est mieux en France, et peut-être que j'y reviendrai. Mais là, actuellement, voilà, je cherche encore, je vais voir. Ok. Ouais, comme plein de gens, tu vas. Comment dire? Enfin, ça me fait sourire ce dont tu parles là, du fait de voyager pour finalement te rendre compte qu'en fait, ce que tu recherches, c'était où tu étais. Et je pense que moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup de potes qui ont fait ça, tu vois, qui ont fait des remplacements de kiné un peu partout, et puis finalement, ils s'installent en Franche-Comté parce que, bah, en fait, il y a tous leurs proches, il y a leur famille, il y a les gens qui sont importants pour eux, quoi. Ouais, c'est un peu le retour aux sources quasi obligatoire. C'est pour ça que je te dis ça, c'est parce que à force de voir des personnes autour de moi qui voyagent beaucoup et qui finissent par revenir, je me dis que peut-être ça va m'arriver aussi. Et c'est possible parce que c'est vrai qu'on a plein de choses en France, plein de paysages. En fait, tu retrouves presque tous les petits paysages du monde, mais à des régions différentes en France. Ça, c'est cool. Donc c'est vrai que qu'on a presque tout ici aussi, quoi. Mm. J'interviewe beaucoup de digital nomades et de gens qui peuvent travailler de chez eux, en tout cas, et qui ne sont pas forcément dans le nomadisme, mais en tout cas qui sont freelance à domicile. Et je voulais te demander, est-ce que ton équilibre pro et perso te convient? Est-ce que tu arrives à mettre des limites? Comment tu sens cette harmonie-là dans ta vie actuellement? C'est vrai que l'équilibre pro et perso, il était assez difficile au début. Bah, en fait, tu te rends compte que c'est soit tu visites, soit tu travailles. Et petit à petit, j'ai réussi à mettre en place des routines où je me disais, bon, ben, de telle heure à telle heure, je travaille à fond. Et ensuite, ça va être les après-midi et les week-ends où je vais pouvoir visiter. Et ça, tu vois, je l'ai appliqué quand je suis parti en Croatie. Parce qu'il y avait un mode de vie que je voulais vraiment tester, c'était le travail la journée à fond et après l'après-midi de profiter de la plage. Je me suis dit, ça serait vraiment un gros kiff. Et ben, j'ai réussi à le faire. Et sincèrement, c'était fou. Je crois que c'est le moment où j'ai le mieux géré un peu mon emploi du temps. Il y a des fois où tu fais des concessions, tu vois, il y a des fois où ben, je vais travailler toute la journée, je vais pas visiter. Je suis parti à La Haye, à côté d'Amsterdam, récemment, et en fait, la ville, je l'ai visité que les week-ends, mais la semaine, j'étais à fond parce que je lançais mon agence, en fait. Donc, j'étais vraiment à fond, travail, travail. Donc, il y a des fois où, ben, malgré tout, t'as beau voyager, tu te retrouves à faire comme si t'étais en France, quoi. Et donc c'est des choix un peu comme ça qui arrivent. Et là, du coup, maintenant que tu as testé et la vie sédentaire et la vie de nomade, euh, qu'est-ce que tu as en vision, toi? Donc, tu me parlais quand même d'une petite maison vers un lac, donc un truc. Ouais. Mais c'est quoi ta vision là pour les 2, 3 années à venir? Est-ce que c'est plein de voyages? Est-ce que tu as envie de te poser dans un endroit prochainement? Tu vois, c'est drôle parce que je sais pas s'il y a le bon et le mauvais entrepreneur, mais j'ai l'impression qu'on me dit souvent l'entrepreneur doit avoir sa vision sur le long terme. Qu'est-ce qu'il veut dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Tu vois, moi, dans 3 ans, en vrai, je sais pas vraiment encore où je serai. Je pense que je serai encore en train de voyager parce qu'il y a tellement de pays à voir que je sais pas encore. Peut-être que j'aurai envie de stabilité plus rapidement. Mais tu vois, même 3 ans encore, ça fait tôt pour me projeter. Et pourtant, ça passe vite, 3 ans. Mais en fait, quand je vois tout ce que j'ai fait déjà en un an, je m'attendais pas du tout à faire tout ça. Et en plus, je suis très voyage à la dernière minute. Tu vois, le Japon, ça s'est décidé bon, en 2 mois, mais ça s'est décidé quand même assez vite pour moi, je trouve. Et tu vois, c'est un peu comme ça que je vis actuellement. Et je me dis que j'aime bien ce côté un peu, tu sais pas qui va t'arriver, plus que de devoir prévoir. Quand tu prévois trop, des fois, j'ai l'impression que, je sais pas, ça manque de surprise, même si ça arrive jamais exactement comme tu te l'imagines. Mais voilà un peu. Ok. Et comme tu as vécu les deux, du coup, le fait de bouger ou le fait d'être à Paris,
C'est quoi les kiffs de ta vie actuelle de nomade et c'est quoi les pas kiffs du tout que tu n'avais pas prévu? Les kiffs, ouais, c'est ça, c'est le côté liberté, de pouvoir aller à la plage l'après-midi, de pouvoir voir des pays de fous tout en travaillant. Ça, c'est vraiment les côtés ben, que je cherchais et que j'ai eu. Les moins kiffs, c'est la charge mentale que ça demande. Surtout quand tu fais, parce que tu as plusieurs types de nomadisme. Tu as le nomadisme où tu vas te poser 2 mois, 3 mois, 4 mois dans un même pays, voire plus, et après tu vas bouger. Donc là, ça te permet d'être vraiment comme un local. Tu habites sur place, tu te fais des amis sur place, tu vas avoir tes petites habitudes, tes petites routines qui font que bah, ta charge mentale, elle diminue. Mais tu as l'autre nomade, ce que je faisais pendant un temps, qui est de changer de destination très régulièrement. Par exemple, tu vois, quand j'étais en Croatie, je faisais une semaine, allez, jusqu'à 2 semaines maximum par ville. Et ça faisait qu'en fait, ben, tu changes d'Airbnb, tu changes de logement toutes les semaines, tu refais tes valises, tu redéplies tes valises. Des fois, le lieu est pas aussi bien que tu t'attendais qu'il le soit. Et, euh, et tu finis là par avoir une grosse charge mentale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je cherche à diminuer les voyages que je fais. Tu vois, là, je vais partir au Japon pendant 2 mois. Et ensuite, je vais continuer l'Asie. À chaque fois, je serai 2 mois dans le même pays parce que le but, c'est de créer des routines et d'être moins influencé par ce côté charge mentale. Ok, ok. Et est-ce que tu aurais des conseils à quelqu'un qui aimerait, tu as tenté le nomadisme, mais qui l'a jamais fait, qui a peur, je pense qu'il a peur pour les mêmes raisons que toi, tu vois, ben, de, de la logistique finalement que ça nécessite parce que tu sais jamais où tu vas dormir. Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui se lance? Pour quelqu'un qui se lance, tu vois, je dirais déjà, bon, c'est d'identifier est-ce que vraiment tu as envie de partir longtemps ou est-ce que c'est juste des vacances dans ta besoin. Parce que parfois on se rend compte que ben là, en ce moment, je sais pas, tu es en emploi, tu es salarié, tu travailles à fond et tu te rends compte que tu as juste besoin de vacances. Du coup, tu sais, tu te dis, j'aimerais trop partir, je sais pas, aux Bahamas, tu t'imagines des destinations de rêve pour couper un peu de ton quotidien. Si ça arrive une fois de temps en temps et que tu te rends compte que ben, au bout d'une semaine, ça part, parce que tu as réussi à faire un bon break à l'étranger, etc. Là, t'as pas besoin forcément d'être aussi radical et de te barrer à l'étranger. Par contre, si tu te rends compte qu'à chaque fois, tu es beaucoup plus heureux en partant, ben là, c'est peut-être le moment pour toi de découvrir autre chose. Et dans ce cas-là, tu peux déjà commencer par des petites destinations en France. Tu vois, déjà, si tu es en France, euh, et tu peux, bah, par exemple, moi je suis de Toulouse, mais là je suis à Strasbourg, et c'est là une des premières destinations que j'ai faites en tant que nomade, c'était vraiment de faire la France. Après j'ai fait un peu l'Europe, et là j'ai élargi un peu à l'Asie, et je pense que c'est une bonne façon de tester, tu vois, est-ce que c'est l'Europe qui te plaît, ou est-ce que c'est plus un autre continent carrément qu'il faut que tu visites. Et je pense que voilà, c'est un peu comme ça que je ferai et que je conseille de le faire. Hmm. Ce qui fait sens, hein. Et en même temps, comme tu disais, les gens ont souvent des grosses destinations genre Bahamas en tête et ils pensent pas forcément à aller à 2 heures de chez eux pour tester ça. Trop Ouais, bien. clairement. Et comment tu vis ta vie de couple? Est-ce que tu pars des fois seule? Est-ce que ta compagne peut t'accompagner partout? Comment ça se passe? Pour le coup, on est 100% ensemble. Enfin, en fait, on vivait ensemble déjà sur Paris et là, elle s'est lancée à son compte également. Avant, elle était en entreprise. Aujourd'hui, elle est à son compte. Et en fait, c'est un gros avantage parce qu'on a exactement le même mode de vie, le même fonctionnement. On est quasiment dans le même domaine. Donc, en fait, ça permet d'avoir le même emploi du temps. Et ça, c'est hyper pratique. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que je pourrais comprendre chez des couples qui sont pas forcément dans le même secteur, ou s'il y en a un qui est salarié et un autre qui est freelance ou à son compte, c'est plus compliqué de matcher les deux emplois du temps. Et ce qui s'est passé pendant un temps, c'est que elle avait réussi à négocier avec son ancien emploi le fait de pouvoir être à distance. Bon, elle devait revenir à chaque fois, elle pouvait pas partir vraiment en dehors de la France, mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites, essayer de négocier toujours avec ses patrons, etc., pour essayer de matcher un peu les emplois du temps. Ouais, c'est vrai que c'est souvent, en tout cas en coaching, quand j'ai des gens qui veulent faire des changements de vie, tu vois, un peu radicaux, par exemple, bah, devenir nomade, j'imagine que c'est un gros changement de vie quand tu as été sédentaire toute ta vie. Il y a souvent l'environnement et donc l'environnement aussi des relations qui jouent. Toi, comment tu... Bon, au niveau de ta compagne, ton couple, ça a l'air cool, ça fonctionne bien. Et comment tu gères, toi, la distance vis-à-vis de ta famille, de tes autres proches et de tes autres relations, tout simplement? J'essaye de faire
de les voir, les personnes de ma famille, mes amis, etc., au maximum quand je reviens sur place. Tu vois, moi, je suis Toulouse, j'ai presque toutes mes connaissances sur Toulouse. Bon, j'en ai aussi sur Strasbourg, donc là, tu vois, je profite pour les voir aussi. J'en ai un peu partout en France. Et ce que je fais, c'est que par exemple, je viens à Toulouse, bah, pendant une semaine, je vais essayer de voir un maximum de monde. Des fois, c'est compliqué, on peut pas voir tout le monde. Tu dois faire des choix. En plus, maintenant, tu as le pro et le perso qui se mélangent un petit peu. Il y a des rencontres pro que je fais et qui me permettent de faire des rencontres autres qu'amis, famille, etc. Donc ça, j'aime bien. Mais aussi, du coup, il faut que je vois mes amis et du coup, des fois, il faut que je fasse des concessions. Et il y a des amis que j'ai pas vus depuis plusieurs années, plusieurs mois. Et du coup, voilà, c'est un peu des choix. J'avoue que même niveau famille, ça va. J'ai pas fait encore des gros départs. Là, ça va être 6 mois. Donc, à la limite, c'est le plus gros que j'ai fait depuis le Canada où j'étais parti presque un an. Donc, en soi, je pense que ça va. Il y a des personnes qui sont coupées de leur famille beaucoup plus longtemps que ça. Moi, j'ai toujours été OK avec ça. Donc ouais, ça se gère plutôt bien. Peut-être que quand je ferai des destinations plus 1 an, 2 ans, ça sera peut-être plus compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup d'expatriés qui ont ces problématiques-là. Mais en tant que digital nomade, vu que tu voyages un peu plus souvent, en tout cas dans mon cas, je le vis moins. Ok, ok. Et du coup, là, tu vas réaliser un de tes gros goals de la vie, donc d'aller au Japon. Tu as l'air hyper posé et dans ta vie pro et perso. Est-ce qu'il y a des éléments de ta vie que tu aimerais pimper encore, que tu aimerais améliorer, entre guillemets, ou en tout cas rendre plus kiffant pour toi? Ou est-ce que tu es déjà au summum du kiff Ouais, c'est une bonne question. Je pense que t'es jamais au summum du kiff en vrai. Tu sais, tu cherches toujours à avoir un peu plus. Ouais, quoique des fois, tu dois te dire là, je suis bien, faut que je ralentisse, je sais pas. Mais moi, j'en suis encore au stade où j'essaie d'améliorer certains points de ma vie. Tu vois, aujourd'hui, je suis très très business parce que j'ai besoin de ça pour stabiliser mon activité, en vivre. Sur le plan perso, je pense que ça va, mais du coup, je suis très focus business en ce moment et je pense que ce que j'aimerais à l'avenir, c'est me focus un peu plus sur moi. J'aime beaucoup le développement personnel et j'aimerais plus pratiquer qu'avant parce que là, tu vois, c'est un peu en pause tout ça. Ce côté de ces alimentations, là, j'ai repris le sport récemment, mais j'avais mis une pause pendant presque un an. Donc, tu vois, il y a ça. Et petit à petit, essayer de avoir un mix pro-perso un peu plus important. Toi, niveau sport, je sais plus, tu fais quoi? Je sais plus si on avait déjà parlé. Pendant longtemps, j'ai fait du tennis, mais je crois qu'on en a jamais parlé parce que là, je fais juste tu sais, renforcement musculaire, c'est musculation classique, quoi. C'est le plus simple à faire en plus quand t'es nomade parce que bah, tu fais ça chez toi, tranquille. Mais c'est vrai que pour faire des sports, bah, si t'es footeuse, si je sais pas, tu fais du basket, des sports collectifs, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu bouges partout et bah, faut que tu trouves les endroits où tu peux pratiquer. Donc voilà, musculation, c'est plus simple pour moi actuellement. Ok. Mais ça te plaît, genre tu sens que tu vas pouvoir le garder dans le temps ou c'est vraiment juste là le temps de te poser quelque part? Ouais, j'avoue, je pense que c'est le temps de me poser quelque part parce que c'est pas quelque chose qui me fait kiffer de fou la musculation. Enfin, moi, j'aime bien le jeu et tu vois, le tennis, ce que j'aimais bien, c'est ça, c'est que t'as un échange, t'es avec quelqu'un et tu sais, tu te dépenses vraiment. Donc, pourquoi pas essayer de reprendre petit à petit parce que c'est quand même accessible. T'as des pays où si euh, tu vas dans des clubs, des choses comme ça, tu peux après essayer de jouer un petit peu. Tu sais, international, donc c'est l'avantage. Mais ouais, tu vois, pourquoi pas tester à force petit à petit, si je reste longtemps dans des destinations, d'essayer d'aller dans des clubs, échanger quelques balles un peu à droite Ok. à gauche, ça peut être sympa. Voilà, tu me disais que t'étais pas trop dans une vision court moyen terme, mais est-ce que tu sais déjà ce que tu fais après le Japon ou pour l'instant c'est on verra. Normalement, ça serait la Thaïlande, et sauf que c'est pas encore sûr, ça peut être Vietnam. On regarde un peu parce que la période où on y va, ça va être euh, ouais, mai-juin. Et en fait, c'est le début de la saison des pluies, du coup, on essaie de regarder est-ce qu'il n'y a pas moyen d'esquiver cette saison des pluies. Donc là, à voir, faut que je me renseigne un peu. Et après ça, il y aura plus l'Indonésie, donc le classique Bali, et après voir un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Donc voilà, là c'est sur les enfin, sur les 6 prochains mois, c'est un peu les destinations qu'il y aura. Après, ça sera un retour en France. Objectif partir ensuite, pourquoi pas pays du Nord, Norvège, pourquoi pas Islande, Suède, etc. Ok. Et là, le fait que tu lances ton agence et que du coup, bah, ce soit d'autres problématiques, j'imagine, en tout cas le fait d'avoir d'autres prestataires, etc. Est-ce que le fait d'être loin, ça complexifie, on va dire, ton travail ou est-ce que ça se gère tout ça très bien en remote? Pour l'instant, ça se gère très bien.
Tu vois, j'arrive à avoir des calls réguliers avec mes clients, avec les personnes avec qui je travaille. Euh, mais je ressens quand même le besoin, en tout cas un jour sur le long terme, de rencontrer mes clients en vrai, en physique, et pareil avec les personnes avec qui je travaille. Parce que je travaille beaucoup avec un réalisateur qui, lui, se déplace chez le client pour réaliser des vidéos. Comme c'est une agence vidéo, il y a un peu ce besoin de contact à un moment donné. Et là, j'ai ce besoin, ouais, je me dis sur le long terme de rencontrer ces personnes, de m'organiser un jour, 2 jours, tu vois, pour vraiment échanger et créer ce lien quand même, ce contact. Je pense qu'il est important à un moment donné dans une relation, quelle qu'elle soit, que ce soit pro ou non. Donc ouais, sur le long terme, c'est ça que j'aimerais faire, de venir de temps en temps aller voir mes clients le plus possible. Ok. Et là, dans les destinations où tu vas, donc Japon, Bali, Thaïlande peut-être, est-ce que tu connais des gens au niveau pro ou perso que tu vas rencontrer ou c'est vraiment vacances 100%? Alors là, je vais faire un truc que j'ai jamais fait. J'avais fait de la colocation quand j'étais parti au Canada, mais là, je vais aller dans ce qu'on appelle les social house. Et en fait, c'est une sorte de colocation, mais avec beaucoup plus de monde. Là, il y avait 100 chambres, là où on va. On va y rester un mois, et en gros, c'est vraiment une petite chambre à la japonaise, ça fait 12 mètres carrés. T'as juste un frigo, et après, le reste, c'est des parties communes, genre les douches, les toilettes. T'as les cuisines aussi, le salon, enfin, tout est vraiment commun. Et là, le but, ça va être de rencontrer un maximum de monde sur place, de se faire des amis étrangers, que ce soit japonais, en Asie, peu importe, t'as aussi des gens d'Afrique, enfin, t'as vraiment des gens du monde entier. Et je connais personne, et le but, voilà, ça va être de se faire quelques amis là-bas, pourquoi pas après pour continuer la suite du périple un peu avec les personnes qu'on aura rencontrées au Japon. Et sinon, juste au moins, ça fera des liens un peu partout dans le monde, et ça c'est cool. Et après, pour les autres destinations, dont je connais personne, enfin, il doit y avoir des personnes sur place dans les groupes d'entrepreneurs dans lesquels je suis, et ça sera des personnes qu'il faudra que je contacte un peu au fur et à mesure. Est-ce que tu as une ressource, que ce soit un livre, un film, un podcast, n'importe quoi, qui t'a fait kiffer récemment et qui pourrait faire kiffer nos auditeurs? En thème avec le voyage, peu importe. Peu importe. Là, ça va paraître hyper. On m'a offert le voyage bas carbone euh, Ok. en livre, et qui est un super livre. Je t'enverrai les ressources, comme ça tu pourras l'afficher, ou je sais Hmm. pas trop comment donner le lien. Mais qui est un livre qui te montre plein de destinations que tu as à faire en train en Europe, en France, et tu peux vraiment tout faire en train. Et je trouvais ça juste fou parce que justement, je cherchais un bouquin comme ça ou des ressources qui te permettent de voir vraiment qu'est-ce que tu peux concrètement faire avec le train euh, sans vraiment, euh, sans vraiment trop galérer. Parce que quand je voyageais en Europe et en France, j'ai beaucoup galéré à voir quelle destination vraiment tu pouvais faire d'intéressantes. Parce que le train, on a beau encourager à le prendre, c'est très galère de vraiment tout faire avec. Donc ouais, ce livre, super ressource. Et d'ailleurs, ça te fait poser des bonnes questions. Et après, bon, voilà, sur le côté carbone, ça c'est d'autres débats, parce que pour l'instant, je prends l'avion pour aller en Asie. Mais voilà, c'est un livre que je trouvais intéressant. Ouais, et en même temps, c'est un bon sujet parce que je sais que, ben, tu vois, ça te pose question. La preuve, c'est que le livre t'intéresse, mais comment. Enfin, toi, je crois pas que tu aies de voiture, si? Non. Non. Ok, ok. Est-ce que tu as des tips, des conseils pour les gens qui n'ont pas de voiture ou alors pour qui, justement, l'émission carbone, c'est un vrai sujet et qui aimeraient beaucoup voyager et voir des choses? Quels conseils tu pourrais leur donner pour ben, réussir à être alignés justement avec leurs valeurs écologiques? Ouais, ça, tu vois, c'est vraiment un sujet en effet, parce que aujourd'hui, je pense que tu peux aimer voyager et être anxieux par rapport à l'écologie. Tu vois, c'est un débat que j'avais récemment avec une personne qui est expatriée et qui justement se sent un peu coupable d'avoir voyagé, d'avoir pris l'avion, de vouloir aller voir sa famille de temps en temps et d'avoir ce mode de vie-là. Euh, et quelqu'un qui veut voyager aujourd'hui, bah, il faut qu'il se pose les questions un peu de qu'est-ce que lui a comme valeur, qu'est-ce qu'il se dit aujourd'hui. Tu vois, moi, l'écologie, c'est quelque chose qui m'importe. J'essaie de faire un maximum d'actions pour, pour diminuer mon empreinte, etc. Par contre, malgré tout, j'ai quand même ce besoin de voyager, j'ai cette envie de voyager. Et bah, sur ça, je pense que j'ai cet égoïsme, malheureusement, où je me dis, bah, je vais voyager, je vais essayer de faire de la manière la plus saine, dans le sens où j'essaie de rester le plus longtemps possible dans les lieux où je vais. Par contre, voilà, il faut que j'accepte, il faut que j'assume de me dire, bon, bah, ok, ce que je fais, c'est pas hyper durable. Mais le problème, c'est que je me dis aujourd'hui, mes valeurs, enfin, en tout cas, moi, ma façon de penser, c'est de me dire que si tout le monde arrêtait aujourd'hui de voyager, ça nous rendrait
presque un peu plus con que de voyager, parce que je pense que c'est hyper important que de voyager. Je suis prêt à assumer, tu vois, cette team de me dire, bah, ok, tu essayes de voyager, tu prends conscience de ce que tu fais, ça c'est hyper important, mais, euh, mais par contre tu voyages. Bon, ça répond pas tout à fait à la question de quel moyen de transport prendre, mais en soi ça va un peu ensemble, parce que je me dis que tu prennes la voiture, le vélo, etc., bah, vois en fonction de si tu as le choix ou pas, essaye de faire un maximum d'actions euh, pour vivre de manière durable, c'est quand même hyper important. Euh, Par contre, voilà, vois qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, ce que tu peux faire, ce que tu as à ta disposition. Hmm. Bah, oui, tu disais ça répond pas tout à fait à la question parce que c'était pas des conseils peut-être très applicables, mais en fait, si. Puis mine de rien, enfin, tu vois là, tu vas en Asie, tu prends l'avion, soit, mais je veux dire, quand je te suis sur les réseaux, la plupart du temps, t'es quand même en Europe, en France, enfin, Et tu voyages énormément et pourtant, je sais que tu prends pas l'avion tout le temps, quoi. ouais, j'essaye au maximum, tu vois. Ouais, j'ai pris le train pour aller à Strasbourg, bon, encore. Ouais. Mais voilà, tu vois, je faisais Strasbourg, j'ai fait toute l'Allemagne en train, et ça se fait très bien, tu vois. Tu peux prendre des fois le bus. J'ai fait la Croatie, on prenait que des bus. Mais par contre, pour y aller, tu vois, j'avais pris l'avion parce que c'était une galère en train. Mais avec le livre que j'ai conseillé, justement, il te propose des alternatives en train qui sont possibles pour aller en Croatie. Trop bien. Et voilà, en fait. On n'en a pas parlé, mais je sais que tu fais aussi du pet sitting des fois pour, tu vas pouvoir loger de manière, on va dire, plus abordable que d'habitude. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que c'est et comment tu es arrivé là? Alors, le pet sitting, c'est vraiment une astuce, un peu le petit hack que j'ai trouvé pour voyager tout en payant pas trop cher et en étant en compagnie d'animaux, parce que moi j'aime bien ça avec ma copine. Et en fait, je commençais à en avoir marre de payer des Airbnb hyper chers. Tu vois, je me baladais et quand tu veux faire un mois en Airbnb, c'est plus de 1 000 euros. Donc ça correspondait presque à mon loyer à Paris pour une maison qui est des fois, tu vois, quand tu es en Croatie, le coût de la vie est un peu plus bas. Quoique c'est plus totalement vrai, mais tu te dis, bah, je vais payer moins cher mon logement. Et en fait, non, bah, tu payes pareil qu'à Paris avec ton Airbnb. Et je me suis dit, mais en fait, si je continue comme ça va être galère, surtout en début d'activité. Euh, Enfin, c'était un peu compliqué. Et je me renseigne un peu sur des blogs, sur des sites, sur YouTube. Et je trouve rien de spécial, surtout sur le YouTube francophone. Et je tombe sur une vidéo anglaise qui parle de pet sitting, qui parle même du hack pour voyager gratuitement. Je me dis, bon, c'est encore un titre un peu accrocheur, mais je clique quand même parce que voilà, je suis curieux. Et, euh, et je regarde et ça parle d'une application qui s'appelle Trust House Sitter. Et ça permet en fait de vous voyager. Tu as les personnes qui ont des animaux de compagnie, ça peut être des chats, des chiens, ça peut même être une ferme. Ils partent en vacances et en échange, toi, tu viens chez eux gratuitement et tu gardes leurs animaux. Tu arroses les plantes, tu t'occupes des animaux et après, tu as la maison pour toi et eux, ils sont en vacances. Tu payes juste une fois l'abonnement à l'année, donc c'est environ 200 euros. Et ensuite, tu as un logement, tu es comme un local parce que tu partages un peu la maison au début. Tu vois, ça m'est arrivé d'arriver en Angleterre, de rester une nuit chez l'habitant. Il m'explique un petit peu comment ça se passe dans la maison, qu'est-ce qu'il faut faire, la routine un petit peu des chiens. Et ensuite, il part. Donc, en fait, j'ai partagé un repas avec eux le soir. C'est super sympa. Ils m'ont parlé un peu du voisinage, ce qu'il y avait à faire aux alentours. Et ensuite, moi, je suis un peu. Je fais ma vie comme si j'étais. Si j'avais toujours habité sur place. Et en même temps, j'ai des animaux à garder. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai trouvé l'astuce. Et c'était vraiment un gros kiff à faire ça pendant un an. Hmm. Trop bien. C'est vrai que j'avais vu ça et t'avais été dans des châteaux, non? T'avais été dans des endroits incroyables grâce à cette appli. Ouais, bon, peut-être les châteaux, j'ai abusé. J'ai pas fait de château, mais, mais ouais, c'était des maisons en plein Londres et vraiment sur 3 étages avec un petit jardin un peu zen, hyper sympa que j'aurais jamais pu payer en Airbnb. Euh, et ouais, j'avais des maisons vraiment hyper belles. T'en avais en Provence parce qu'il y en avait en France aussi. J'en ai fait en Allemagne. Enfin, vraiment des maisons magnifiques et souvent hyper bien placées. Et, euh, et ouais, en plus, t'as des chiens hyper mignons. Enfin, j'ai très rarement eu de galère en pet sitting. Mais c'est vrai que ça demande quand même de l'énergie parce que quand tu as une routine, par exemple, le chien doit se lever à 6 heures du matin, tu dois t'y tenir parce que en vrai, on se dit les chiens, c'est bon, ils peuvent changer leur routine, mais pas du tout. Donc ça dépend un peu des personnes. Et ouais, ça demande quand même une charge mentale, mais c'est quand même, tu peux le mixer avec ton quotidien si tu travailles, par exemple.
Moi, tu vois, toute la journée, je travaille, le chien, bah, il est à côté, je peux lui lancer la balle de temps en temps si besoin, tu vois. Mais en soi, ça reste assez calme, quoi. Donc, Ok, ok. Mais là, tu me disais en off que tu avais arrêté le pet sitting et que maintenant, du coup, tu étais un peu plus focus avec ta copine pour profiter et de vos voyages et du boulot aussi, j'imagine, avec ton agence. ouais. Est-ce que tes voyages et ton taf, j'imagine aussi, t'ont fait faire des rencontres spécifiques? C'est-à-dire, est-ce que là, ton réseau, c'est que tes amis d'enfance ou d'études, ou est-ce que aussi, en voyageant, tu t'es fait des rencontres super deep que tu gardes, qui sont pas juste des rencontres de vacances? Ça, tu vois, c'est pas un regret, mais c'est ce qui m'a manqué cette année, ma première année de voyage. C'était vraiment ce côté où on rencontrait pas beaucoup de monde. En fait, tu sais, tu vas rencontrer des personnes au restaurant ou en marchant, tu vois, dans la rue, t'as une petite dame qui discute un peu avec toi parce qu'elle est curieuse. Ou ben, dans les pet sitting, justement, on va parler un peu avec les habitants pendant quelques temps. Mais on n'a jamais ce côté où tu crées un lien très fort parce que c'est qu'une rencontre d'un jour, 2 jours maximum. Et pour moi, les rencontres fortes, c'est sur au moins une semaine ou en tout cas un week-end très intense. Mais sur les durées où j'y allais, c'était pas assez pour créer du lien. Et ouais, c'est ce qui me manquait parce que justement, non, j'ai pas eu vraiment de personnes comme ça que j'ai en tête, qu'on a gardé comme contact. Donc voilà, c'est un peu l'objectif. C'est pour ça que je parlais de la social house au Japon, parce que j'ai vraiment envie de créer ces liens-là avec les personnes, de vraiment faire des amis ou des collègues, tu vois, dans les pays où je vais. Parce que pour moi, ben, un bon voyage, c'est aussi des belles rencontres, et ça me manquait un petit peu. Ok. Et en parlant de belles rencontres, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui t'inspire ou que tu trouves enthousiaste dans sa vie en général, que tu aimerais me conseiller pour ce podcast, que tu aimerais entendre sur ce podcast? Bah alors là, t'as une personne qui me vient en tête tout de suite parce que c'est sur la thématique voyage et puis en plus c'est voyage en France et elle est hyper motivée. Enfin, elle crée aussi du contenu sur LinkedIn. C'est Leslie Formé et je sais pas si tu connaissais. Pas du tout. Et ouais, elle crée beaucoup de contenu sur LinkedIn, comment voyager en France, elle donne plein de destinations, elle fait des vidéos sur YouTube, et toujours le smile, hyper positive. Donc je pense que c'est une bonne personne à inviter sur le podcast parce que ouais, je pense qu'elle kiffe. Et, euh, et ouais, ça peut être intéressant d'avoir son parcours. Hmm. On a beaucoup parlé de voyage, un peu de business. Est-ce qu'il y aurait un autre thème ou un autre sujet que tu aimerais aborder au sujet du kiff et qu'on aurait zappé? Au sujet du kiff, je pense qu'on j'ai dit tout ce que j'avais à dire dessus parce que voilà, j'aime bien ce mot, je l'utilise assez souvent et ça définit bien le fait d'aimer les choses, le fait de profiter, le fait de me sentir libre. Euh, Moi, quand je dis que je kiffe quelque chose, c'est vraiment parce que j'aime beaucoup cette chose-là ou parce que vraiment j'ai du respect derrière. C'est un peu un mot fourre-tout, mais en même temps, tu sais, qui exprime une sensation un peu plus forte que juste aimer ou apprécier, tu vois. Enfin, bon, j'aime bien ce mot. Clairement. Je retiens du début de la conversation, là, tu parlais vraiment d'être aligné entre ce que tu veux faire et ce que tu fais et que ça te fait kiffer. Aussi la notion de liberté, qui, toi, se traduit par le voyage en grande partie. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des gros piliers du kiff que j'ai oubliés là pour le petit résumé de la fin? Des gros piliers du kiff. Donc ouais, on a dit liberté. Balance vie pro, vie perso, bon, que t'atteins vraiment jamais, mais qu'il faut chercher à avoir un peu. Et je dirais aussi avoir des objectifs un peu de vie qui te font vibrer, vraiment, tu sais, où tu te lèves le matin, t'as le smile un peu parce que tu dis, ouais, vas-y, je vais aller vers cet objectif-là. Même si c'est pas toujours facile parce qu'en vrai, j'ai beau être digital nomade, voyager, etc. Il y a des moments où c'est pas facile et c'est pareil pour tout le monde en fait. Il n'y a pas de petits problèmes. Et, et ouais, c'est ça, en fait, avoir des objectifs qui font un peu vibrer et qui sont utiles. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Sam, si des gens veulent te poser des questions sur le nomadisme ou autre? Alors, pour le nomadisme, j'ai mon compte LinkedIn et j'ai ma chaîne YouTube où, bon, pour l'instant, il y a une seule vidéo, mais de plus en plus, je vais essayer de mettre du contenu pour ben, parler de ma vie de nomade, dire un peu comment voyager, même si t'es étudiant, si t'es salarié, de dire un peu comment faire, pourquoi le faire, mais aussi voir si c'est vraiment fait pour toi. Donc ouais, sinon, on peut me retrouver. Trop bien. Et pour ton agence de vidéo? Et pour mon agence, c'est encre.studio.
C'est mon site internet et pareil sur LinkedIn aussi, je publie un peu les deux styles de contenu. J'ai vraiment le côté nomade, côté agence. Et dessus, voilà, il y a toutes mes réalisations et mes liens de contact. Trop bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos auditeurs? Mais écoutez, petit mot de la fin, je dirais juste kiffez vos vies, essayez de subir le moins possible et profitez parce que c'est très cliché, on le dit beaucoup, on n'a qu'une vie. Mais en vrai, le moment où tu arrives à te le dire dans ta tête, c'est tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes. Et le jour où tu as ce petit déclic et que tu arrives à comprendre chaque mot de cette phrase, tu as des trucs bien qui se passent. Donc, ouais, kiffez. Ça roule. Merci Sam. Je te dis à très vite. Merci à toi. Salut. Et voilà, cher enthousiaste, j'espère que cet épisode t'a plu. Perso, ça a été une régalade. Et si t'en veux plus d'ici mardi prochain, tous mes outils et auto-coaching sont dispo dans ma newsletter Les Enthousiastes. Le lien est dans la description. Et si tu veux des invités toujours plus charmés, tu peux noter ce podcast sur Apple Podcast et Spotify et le partager à tes proches au fond du seau qui aimeraient s'injecter du kiff en intraveineuse. Merci infiniment pour ton écoute et la force que tu donnes à ce projet. Et surtout, je te souhaite de tout mon cœur de kiffer chaque seconde de ta vie.